Il a brossé toute la situation au peigne fin, point par point, secteur par secteur. Félix Tshisekedi, depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo comme président de la République, il a, au cours de son grand oral, la toute première depuis son accession à la présidence. Mesdames et messieurs, pour en parler et analyser l'actualité de la République démocratique du Congo dans les secteurs du développement et des infrastructures, un invité spécial dans ces magazines, lui, c'est Jean-Pierre Ouafouana. Il est directeur de la communication adjoint de la présidence de la République. Avec lui, nous allons essayer d'analyser et de voir les grandes réalisations que le président de la République a mises en place depuis qu'il est à la tête de ces pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement, que j'ai le réel plaisir de vous présenter encore une fois ce jour. Bienvenue, monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup, une fois de plus, de votre invitation. Oui, vous étiez au Palais du Peuple, vous avez suivi en face les discours du président de la République. Pouvons-nous dire quels sont le grand point qui vous ont marqué au cours de ce discours? D'emblée, il faut dire que le discours prononcé par le chef de l'État récemment s'appelle bel et bien « Discours sur l'état de la nation ». Et donc, 2h30 plus tard, tout le monde était unanime à soutenir, à s'accorder pour dire que rien n'a été laissé au hasard. Donc, un peu comme vous l'avez dit dans votre introduction, le président de la République a pratiquement ramassé toutes les questions relatives à l'état de la nation et il était effectivement de son devoir pour qu'il rende compte à cette même occasion à la population, à l'opinion tant nationale qu'internationale de son action depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Maintenant, concernant les points essentiels qu'il a évoqués au cours de son discours, je m'attarderai pas sur tous les points qu'il a évoqués, mais en tout cas les points essentiels que les gens pourraient retenir, en tout cas de ce discours-là. On a évoqué les questions sécuritaires, on a évoqué les questions ayant trait à la justice, et les questions ayant trait à la coopération et à la diplomatie, les questions portant sur la jeunesse, qui est l'avenir de demain, les questions portant sur les infrastructures, les questions portant sur l'éducation. Vous-même, vous savez combien ça lui porte au cœur. On y reviendra, bien entendu, quand on abordera la question sur la gratuité de l'éducation fondamentale. Et aussi, il y a eu voilà, des questions portant sur la santé. Il a évoqué aussi le social. Mais bien d'autres questions aussi que nous allons aborder au cours de cette émission. Mais il y a d'autres personnes, politiciens de l'autre bord, qui estiment que ces discours, il y a eu trop de promesses dans les discours. C'est comme s'ils se retrouvaient dans une période de campagne électorale. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette catégorie de personnes qui pensent ainsi? Bon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Vous savez que dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, il y a évidemment ceux qui s'inscrivent dans une dynamique où ils doivent voilà, soutenir le chef de l'État ainsi que ses actions, mais il y en a d'autres aussi qui ont tous les loisirs. En fait, nous sommes dans un contexte démocratique, on ne peut pas interdire à nos compatriotes qui ne sont pas d'accord de dire ce qu'ils pensent. Mais néanmoins, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, voilà, ce discours, à moins d'être de mauvaise foi, et comme cela a été dit, c'est un discours portant sur l'état de la nation. Les chefs de l'État étaient en train de brosser pratiquement toutes les questions qui sont liées au fonctionnement des institutions, à la vie quotidienne des Congolais, et donc il fallait qu'il rende compte de ce qu'il a déjà fait
depuis qu'il a accédé au pouvoir. Donc, concernant les questions sécuritaires, on a entendu parler de la région des Bénis. Vous savez que quand on parle de questions sécuritaires présentement, on ne peut pas évoquer la situation que vivent nos compatriotes à l'est du pays. Le chef de l'État a bien sûr fait allusion à la mise en place d'un état-major avancé qui aujourd'hui fait ses preuves sur terrain. Vous avez régulièrement suivi les comptes rendus des responsables militaires qui sont plutôt encourageants compte tenu des avancées significatives de nos troupes qui sont sur le front et qui aujourd'hui essayent au maximum d'endiguer la crise que subissent nos compatriotes qui sont dans cette région-là. Et je pense que c'est quelque chose de très très encourageant. Le chef de l'État, évidemment, a évoqué la question relative à la démobilisation de ces groupes armés qui ne cessent de terroriser nos compatriotes dans ce coin de la République. Et c'est important de souligner ici que très récemment, il y a eu des résultats très très positifs. Nous avons eu des nouvelles très très positives de ce côté-là. Vous avez entendu certainement parler de plus de 200 combattants des groupes armés d'origine rwandaise qui ont été retournés à la frontière. Et donc, on comprend très bien les efforts que font nos troupes armées de ce côté-là pour mettre hors d'état de nuire ces différents groupes armés diversement identifiés et qui sèment la mort et la terreur dans l'est du pays. Oui, le président de la République, on parle de lui. Avant que le gouvernement de la République soit mis en place, il avait créé quelques structures dont la cellule de changement des mentalités, de lutte contre la corruption, la coordination des investissements extérieurs, les services de jeunesse, violences faites à la femme, des investissements, santé et mieux-être, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est mis en place. Comment est-ce que ces structures et le gouvernement en place travaillent? Est-ce que ce ne sont pas des structures de trop budgétivores pour vider un peu les caisses de l'État? Comment trouvez-vous cette logique mise en place par le président de la République? Ce n'est pas une logique mise en place par le président de la République. C'est juste que dans le fonctionnement des institutions, il y a d'une part la présidence de la République, mais aussi il y a le gouvernement. Alors, il est des coutumes que lorsque un chef de l'État rentre en fonction, qu'il nomme son cabinet. Alors, aujourd'hui, le président dispose d'un certain nombre de collaborateurs. Certains iront jusqu'à dire que c'est un gouvernement parallèle, mais il n'en est pas question. Dans tous les pays du monde, c'est là est un fait que le chef de l'État dispose d'une équipe, d'un cabinet. Donc c'est pas un gouvernement parallèle pas du tout, pas du tout. Ça pourrait donner l'impression que c'est un gouvernement parallèle. Mais regardez, dans tous les pays du monde, les chefs de l'État, le Premier ministre ont toujours disposé des cabinets personnels qui l'aident justement à pouvoir accomplir sa mission. Et dans le cas du président de la République, il ne fait pas exception, il a des collaborateurs avec lesquels il travaille et à qui il a confié un certain nombre de missions. Ce sont ces collaborateurs-là qui travaillent sur base avec le gouvernement dans chaque secteur. D'abord sur base de la vision du chef de l'État, parce que ce sont les porteurs de la vision du chef de l'État. Et à partir du moment où ils ont intégré la vision du chef de l'État, et ils sont à même de conseiller, de lui donner des conseils qu'il faut pour qu'il puisse impulser la politique du gouvernement. Et donc, au niveau du cabinet, on est comme des sentinelles de la vision du chef. Et cette vision du chef devrait être aujourd'hui matérialisée par la politique du gouvernement. Et donc, c'est que on pense en amont au niveau du cabinet devait être matérialisé au niveau du gouvernement à travers la politique du gouvernement qui a été votée au niveau du Parlement.
Et donc aujourd'hui, c'est au niveau de l'exécutif que cette politique, cette vision devrait se matérialiser. Et donc, les collaborateurs du chef de l'État ne sont pas des ministres bis ou ne composent pas un gouvernement parallèle qui devrait mettre les bâtons dans les roues du gouvernement qui a été nommé officiellement. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre quelques animateurs de ces structures parce qu'on en parle avec notre invité. Comment est-ce qu'ils ont réagi à notre micro? Suivez. Nous savons que c'est une lourde responsabilité de parler du changement de mentalité, non seulement en parler, mais formater le Congolais et amener le Congolais à devenir celui qui répond à un portrait qu'on s'est déjà vu, qu'on s'est déjà donné sur quel genre de Congolais qu'on devrait avoir à mentalité changée. Nous admettons que c'est une lourde responsabilité, mais c'est pas impossible. Nous avons comme support déjà l'appareil de l'État, les organisations comme l'OCEP, la CNRF, l'IGF et tous qui sont déjà là. Nous travaillons ensemble pour mettre sur pied cette politique du chef de l'État. D'autre part, nous allons travailler avec les autorités territoriales de sorte que la SESEM se déploie sur toute l'étendue de la nation. Là, on parle de ce qui est légalement reconnu comme espace que les autorités territoriales peuvent nous donner, mais aussi on va innover dans une autre façon de déployer cette action en travaillant avec les organismes même internationaux qui sont implantés en région, qui ont déjà commencé à travailler sur le citoyen, comment conjointement on peut atteindre cet objectif de changer les mentalités des gens. Aussi, nous pensons implanter dans chaque commune ce qu'on appelle la maison du citoyen, où le citoyen va réapprendre à s'approprier son pays. À travers la maison de citoyen, on va réapprendre à nos enfants à être en contact avec les valeurs civiques, avec l'histoire du pays. On travaille conjointement avec le ministère important comme le ministère de l'Éducation, tant primaire qu'à l'universitaire, à revoir un peu le contenu de cours donnés à nos enfants pour commencer à implémenter ces valeurs civiques déjà dès le bas âge. La seule différence, c'est que ici l'impulsion vient directement du chef de l'État. Vous avez donc une volonté politique clairement définie à lutter contre les antivaleurs. Dans la composition de la coordination SESEM, on a deux organes importants. On a la coordination elle-même et la commission technique où siégerait le chef de l'État ou son représentant, le Premier ministre ou son représentant, le ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux ou son représentant. Et nous pensons, dans un bref délai, s'il y a un procureur chargé de la lutte contre la corruption qui est nommé, il siégerait avec nous. Donc tout ça, c'est pour aller chercher le côté correctif, côté action, côté autorité, que certaines structures n'avaient pas avant. De sorte que lorsqu'on dégage ensemble la politique de la SESEM, les orientations de la SESEM, c'est avec le souci vraiment de combattre le mal jusqu'au bout. Donc c'est pas une structure de trop, mais c'est la structure qu'il nous faut pour arriver à décoller si on veut avoir un développement pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre nation. Ma mission est divisée en deux parties, celui de la jeunesse et la violence faite aux femmes. Et pour la jeunesse, c'est vraiment, si on met ça en général, la mission c'est surtout pour accompagner le président de la République dans la matérialisation de sa vision pour la jeunesse et pour la politique qui est en rapport avec les violences faites aux femmes. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on étudie, on analyse, on évalue tout ce qui touche à notre domaine, et c'est-à-dire à tout ce qui touche à la jeunesse, au genre et à la violence faite à la femme.
Ma structure ici est en train d'accompagner le président de la République dans sa vision, qui est quand on résume tout ce que le président de la République est en train de faire et de dire, c'est vraiment d'apporter, de demander aux gens de pouvoir venir au Congo, d'investir sur la jeunesse. Le président de la République va mettre en place le fonds d'entrepreneuriat pour les jeunes. Il en a parlé dans son discours. C'est un fonds qui va commencer à être établi avec le ministère de la Jeunesse. Ils nous ont aussi parlé aussi des brigades agricoles, en travaillant aussi avec le ministère de la Jeunesse. Et aussi, il y a d'autres choses que le président va mettre en place, c'est le service national, qui est un service national qui existe déjà depuis 1997, qu'il faudra réhabiliter ou bien réinstaller. Aussi, le président de la République met beaucoup d'efforts pour les jeunes entrepreneurs. Comme j'avais dit là tantôt, il y en a qu'on avait amenés à Abuja, et dans ce département, on les rencontre de plus en plus. On essaye de les guider dans tous les problèmes qu'ils ont, comment est-ce qu'ils peuvent installer leur entreprise, et comment est-ce qu'ils peuvent travailler en collaboration avec les autres entreprises. Nous, on fait une proposition au président de la République sur toutes les politiques à mettre en place, en collaboration avec le gouvernement du pays. C'est qu'on travaille vraiment très proche avec le ministère du genre, famille et enfants. On travaille aussi avec le ministère de la Jeunesse, c'est-à-dire que eux, ce sont les ministères d'exécution. C'est-à-dire que eux, ils ont un travail global dans le domaine. Nous, on a des points qu'on doit viser. Par exemple, pour le moment, nous sommes en train de viser tout ce qui est délistage pour le pays. Alors, il faut savoir que le pays a été mis dans la liste noire de tout ce qui est violence sexuelle. Alors nous, dans notre mission, c'est qu'on essaie de délister le pays dans cette situation-là. Tous les 3 mois, on a une réunion à la présidence avec le président de la République, avec différentes femmes qui viennent de différentes structures. Souvent, c'est celle qui est la directrice de la communication qui nous rassemble tous, et on rencontre le président de la République et on lui explique ce qui se passe dans le domaine du genre. Et pour le moment, la réunion se fait toujours avec les femmes qui vivent ici à Kinshasa. Et ces femmes-là, souvent ce sont les femmes de Kinshasa qu'on amène dans notre réunion. Mais la dernière réunion, avec la proposition qu'on a fait au président de la République, il a apprécié, c'est qu'on puisse faire inviter des femmes de différentes régions pour les prochaines réunions. Alors, qu'est-ce qu'on est encore en train de faire? On est en train de mettre en place un plan stratégique de notre département, un plan stratégique qui sera divisé en 3 parties. La première partie, il faut savoir que il y a tout ce qui est jeunesse qui va être là, et tout ce qui est violence faite à la femme. Mais le plan stratégique, ça va être un plan stratégique plus sur comment est-ce qu'on va faire le plaidoyer pour les jeunes et pour la violence faite à la femme, et tout ce qui est comment est-ce qu'on va faire une coordination des services qui existent déjà sur place. Ce département qui est ici est pour les dames, pour les hommes et pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. C'est pas seulement pour les dames. C'est un département qui a été mis en place pour pouvoir régler tous les problèmes de l'homme, c'est-à-dire quand on regarde la vision du président de la République, elle est vraiment centrée sur l'homme. Dans tout ça, on est en train de voir que c'est un problème qui touche les deux côtés, et les hommes et les femmes et les jeunes. La population doit avoir confiance à 100% du président de la République dans ses actions, dans sa vision, et ils doivent l'appuyer et savoir que le président est là pour eux. Il a mis des conseillers spéciaux. Je ne suis pas la seule conseillère spéciale, il y a des conseillers spéciaux qui sont là. Toutes ces personnes-là sont là pour travailler avec le président de la République pour améliorer la condition de vie des Congolais. Poursuivons notre émission avec notre invité Jean-Pierre Ouafouana. Vous venez de suivre. Alors, ici, vous me donnez l'occasion d'apporter un certain nombre de précisions. Depuis la nuit des temps, il existe dans ces pays-ci ce qu'on appelle des équivalences au niveau de la fonction publique. Et il existe même des textes de loi qui, de manière tout à fait légale, donnent des équivalences entre ceux qui sont au niveau du gouvernement, ceux qui sont nommés au niveau du gouvernement, et ceux qui sont nommés au niveau du cabinet présidentiel. Et c'est là pour qu'il n'y ait pas de disparité au niveau de la rémunération. Et donc, à ce moment-là, pour qu'il n'y ait pas de disparité, la seule façon qu'on puisse mettre au même diapason
les ministres qui sont au gouvernement et les membres du cabinet qui sont au cabinet présidentiel, c'est de pouvoir réguler leur salaire au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des échelons, commençant par les conseillers spéciaux jusqu'au bas de l'échelle. Donc, c'est pourquoi vous verrez que dans les équivalences, par exemple, un conseiller, un principal qui a rang des ministres, un conseiller spécial qui a rang des ministres délégués, et ainsi de suite. Donc, c'est des équivalences qui... Avec les mêmes avantages. Équivalence non seulement en titre, mais avec les mêmes avantages. Si on dit ministre au gouvernement et que le conseiller principal a rang des ministres, cela veut dire ce que ça veut dire. Donc, ils ont les mêmes salaires, les mêmes traitements salarial, ainsi que les mêmes avantages. C'est la raison pour laquelle, justement, on établit ces équivalences-là, pour pas qu'il y ait des disparités, pour pas qu'on dise que, bon, voilà, ceux-là, puisqu'ils travaillent dans un cabinet présidentiel, ont plus que ceux qui sont au niveau du gouvernement. C'est tout simple et ça a toujours existé. Sauf que il faut ici relever un besoin de transparence. Ça n'a jamais été publié auparavant, les gens ne l'ont jamais su. Si vous allez aujourd'hui au secrétariat de la présidence, on vous exhibera un document qui, noir sur blanc, explique les équivalences entre les membres du cabinet présidentiel et les membres du gouvernement. Cela a toujours existé, ce n'est pas une nouveauté, et c'est juste pour des besoins de transparence qu'aujourd'hui, ce document a été publié. Nous allons prendre quelques points cités par le président de la République. Dans le secteur de l'éducation, concrètement, pouvez-vous rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce qui a été fait réellement depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays? L'éducation, aujourd'hui, nous avons la mesure phare, on va dire, qui concerne la gratuité de l'enseignement fondamental. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement fondamental, cela concerne l'école primaire, bien entendu. Et c'est une nouvelle, faut-il le dire aujourd'hui, qui a satisfait plus d'un parent, parce que d'abord, il faut dire que ça répond à une disposition constitutionnelle qui n'était pas appliquée depuis belle lurette, et donc il fallait corriger cette situation-là et donc donner l'occasion aujourd'hui, et le chiffre est du président de la République, puisqu'il l'a dit lors de son discours, on donne aujourd'hui l'occasion à 2 500 000 enfants d'aller gratuitement à l'école. Et donc, vous vous imaginez le poids. Avec quelle qualité d'enseignement? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu le surnombre d'élèves enregistrés dans différentes écoles publiques où la gratuité est mise en place. Je voudrais d'abord relever le fait que c'est une mesure qui enlève énormément de poids sur les épaules des parents. Et depuis des années, vous savez que les parents étaient mis à contribution pour pouvoir payer et les frais de fonctionnement des écoles et les frais de scolarité de leurs enfants. Et donc, il fallait absolument leur enlever ce poids-là qui devenait de plus en plus insoutenable compte tenu des conditions de vie des familles. En général, il faut dire que, étant donné que, bon, dans ce pays-ci, on parle même pas de la classe moyenne, on parle soit des riches, soit des pauvres. Or, le chef de l'État a trouvé un pays dans lequel on compte plus de pauvres que de riches. Donc, il fallait penser à cette mesure de haute portée sociale pour enlever ce poids-là sur les épaules des parents. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que les parents que nous sommes, que vous êtes, avaient accueilli cette mesure salutaire. Question directe, nous sommes toujours dans l'aspect gratuité. Est-ce que cette mesure a été prise à temps normal ou c'était un peu à la va-vite? Peut-être fallait commencer d'abord par construire les infrastructures scolaires, essayer d'augmenter le nombre d'écoles. Comment trouvez-vous la mise en place de cette mesure? Je vous dis qu'il était temps qu'on prenne cette mesure-là, parce que d'abord, elle est constitutionnelle. Donc, vous comprendrez que le chef de l'État s'inscrit plutôt dans la légalité et qu'il fallait absolument corriger une situation que déplorait depuis pas mal de temps la population.
je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir toute la République, mais une fois que vous en avez l'occasion, vous vous rendrez compte de l'importance de la mesure, de cette mesure, on va dire salutaire, qui a été prise par le chef de l'État, de pouvoir donner justement l'occasion à nos enfants d'accéder à l'éducation fondamentale. Et donc, moi, je continue à croire que ce n'est pas une mesure qui a été prise à la va-vite, que c'est une mesure qui est tombée à point nommé au bénéfice des parents qui étaient, de la majorité des parents qui étaient asphyxiés. C'est vrai, on peut parler des conditions qui ne sont pas encore réunies pour pouvoir, voilà, donner l'occasion et aux enseignants, aux enfants de pouvoir travailler dans des conditions tout à fait normales, mais je pense que très graduellement, les moyens vont être mis à disposition pour que la situation soit normalisée. Et de ce point de vue, le chef de l'État a tout mis en œuvre pour que, avec des partenaires extérieurs, avec les budgets qui ont été votés, on puisse répondre aux besoins et des enseignants et des écoles, mais aussi des parents et des élèves. Étant donné que l'année 2020 est l'année de l'action décrétée par le président de la République lui-même, on espère voir les infrastructures scolaires augmenter à travers la République, parce que nous avons eu aussi l'occasion de faire toute la République démocratique du Congo et on connaît, on maîtrise les réalités qui se présentent dans les différentes provinces par rapport aux écoles publiques. Il y a des gens qui étudient, des enfants qui étudient sous des manguiers, sur les arbres, ainsi de suite. J'aimerais juste ajouter une chose, que concernant la réhabilitation des écoles, puisque vous parlez des actions, mais on est déjà dans les actions. Il y a des écoles qui ont été réhabilitées ici même à Kinshasa. Il y en a qui sont en train d'être construites ici même à Kinshasa. Donc ça c'est sur le plan de l'éducation. Vous parliez des conditions qui ne sont pas encore réunies, mais écoutez, il y a des enseignants qui bénéficient déjà d'une augmentation salariale. On peut tout dire. On peut parler de la participation des parents qui à l'époque leur permettait d'avoir un peu plus, mais comme je disais tantôt, je pense qu'il faut normaliser les choses. Il faudrait que l'État prenne sa part, mais il faudrait que les enseignants fassent aussi leur part, il faudrait que les écoles fassent aussi leur part. Mais ceci étant dit, les écoles sont en train d'être réhabilitées. Nous avons des cas ici à Kinshasa. Le chef de l'État a personnellement inauguré une école qui a été refaite à neuf, et aujourd'hui, les élèves vont prendre leurs cours dans des conditions tout à fait normales. Et donc, il y a des choses qui se font, il y a des actions qui se font, et dans d'autres secteurs aussi. J'ai parlé ici de la jeunesse, hein, puisque c'est ça aussi, je pense, une préoccupation importante pour les chefs de l'État, la mise en place, par exemple, d'un fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat qui concerne exclusivement les jeunes. J'ai eu l'avantage d'être dans la suite présidentielle lorsque le chef de l'État a amené une cinquantaine de jeunes assistés donc à un forum de réseautage à Abuja. Ça, c'est quelque chose de très encourageant pour les jeunes, et ça va créer des émules. Et dans la suite des choses, ces jeunes pourraient bénéficier des fonds, des crédits qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir s'élancer en affaires. Voilà, le chef de l'État a parlé a souhaité voir des Congolais millionnaires. Je pense que c'est un processus qui a commencé et qui va sûrement s'achever avec bien sûr à la clé de nos jeunes compatriotes qui pourraient faire des affaires et devenir effectivement des millionnaires. Parlons infrastructure, c'est les piliers majeurs. Quand le président de la République a lancé le programme d'urgence de 100 jours, 48,9% sur l'ensemble de l'enveloppe allouée au budget des infrastructures. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent par rapport aux travaux de saute-mouton, des travaux de la voirie, il y a des érosions par-ci, par-là.
Quelle est votre lecture sur le plan des infrastructures aujourd'hui en RDC, réalisé depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi? Mais au niveau des infrastructures, il y a beaucoup de choses qui sont en phase d'être réalisées. Vous parlez de sauts de mouton, il n'y a pas que des sauts de mouton. J'ai eu l'occasion, en tout début de mandat du chef de l'État, de l'accompagner dans la province d'Achopo, où il a procédé à l'inauguration des ponts, de 2 ponts qui ont été jetés sur des routes d'intérêt national. Et donc, ces routes-là, vous vous imaginez qu'elles vont permettre aux bénéficiaires de pouvoir commercer tranquillement, même au-delà de nos frontières. Il y a, à part ça, bien sûr, les sauts de moutons que vous évoquez. Mais évidemment, comme je l'avais déjà évoqué à bien d'autres occasions, les sauts de moutons sont juste une fenêtre ouverte sur ce que le chef de l'État entend réaliser en termes d'infrastructure. Et de ce point de vue-là, il y a tout un plan qui a été mis en place dans le cadre justement des travaux d'urgence de 100 jours. On ne parle plus de 100 jours aujourd'hui, mais bien évidemment tout simplement parce que c'est des travaux qui sont dans la continuité. Et le chef de l'État avait promis qu'une fois que ces travaux-là seront achevés, il reviendra vers la population pour leur dire, voilà, j'ai accompli ma mission. Mais nous ne sommes que à 1 an de mandat. On ne peut pas dire que bon voilà, c'est le moment de faire le bilan. Monsieur Ouafouana, vous êtes collaborateur du président de la République. Aujourd'hui, le peuple congolais, quinois en particulier, s'attendait à voir l'inauguration de sauts de mouton au mois de décembre. Il a dit lui-même, Félix Tshisekedi, lors de la dernière visite, sur ces différents sites, sur ces différents chantiers, je voulais dire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la matérialisation et le finissage de ces différents travaux? Parce que nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Les 25, c'est à 2 jours. Il n'y aura pas d'inauguration. Le chef a dit, mais cette promesse ne se réalise pas. Vous êtes des communications. Vous pouvez lancer un message parce que la population va vous suivre. Le chef de l'État a lancé des travaux et lorsqu'il a réalisé sa première visite sur les différents chantiers, que ce soit ici dans la commune de la Gombe, sur le boulevard, que ce soit sur l'avenue du 24 novembre, que ce soit sur le boulevard Lumumba vers l'aéroport, la promesse que le chef de l'État a faite en fonction du mois de décembre l'a été en fonction des avis techniques donnés par les différents techniciens qui sont sur ces mêmes chantiers-là. Et donc, les entreprises qui sont impliquées dans la construction des sauts de moutons ont une responsabilité vis-à-vis de la population. On ne peut pas aujourd'hui regarder vers le chef de l'État qui, lui, a donné une impulsion, qui, lui, a donné des moyens pour pouvoir réaliser ces sauts de moutons. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus affirmer à 100% que ces sauts de moutons ne seront pas livrés à la date prévue. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui le 19 décembre. Quand on regarde l'évolution des chantiers sur le terrain, on pourrait effectivement croire que la livraison ne se fera pas à la fin du mois de décembre. Mais toujours est-il que ici, il y a un partage de responsabilités. Et quand je parle de partage de responsabilités, je vois ici ceux qui sont appelés à construire ces sauts de moutons et les entreprises qui ont dans leur responsabilité la livraison de ces sauts de moutons, qui avaient notamment promis au chef de l'État que ces sauts de moutons seront livrés à la population à la fin du mois de décembre. Bien, je pense que vous êtes journaliste, vous êtes un homme de terrain, il vous appartient aujourd'hui d'aller voir
Safricas, pour ne pas le citer, l'entreprise grecque qui est en charge les sauts de moutons qui sont sur le boulevard du 30 juin, et leur poser des questions à ce sujet-là pour qu'ils donnent des indications claires concernant les délais que nous sommes en train de vivre par rapport aux promesses qui ont été faites. Ils ne sont pas ouverts à la presse pour essayer d'éclaircir la lanterne qu'ils ont connue pour la fin des travaux en question. Mais nous signalons aussi que Pompage est presque terminé. Il est déjà à 98% du taux d'exécution, à peu près déjà. Voilà, on peut dire que c'est le premier chantier qui a été qui a commencé, et c'est tout à fait normal que il puisse être livré dans les délais. Mais comme je le disais tantôt, ici je suis là pour, on va dire, mettre en exergue la volonté du chef de l'État de pouvoir changer les choses et non pas faire des promesses. Le chef de l'État a, à travers les travaux d'urgence qu'il a lancés personnellement, souhaité que des infrastructures soient mises à la disposition de la population. Et donc, aujourd'hui, sur le terrain, il y a des entreprises qui sont appelées à accomplir ces travaux-là. Donc, on attend de ces entreprises-là, avec les moyens qu'on leur a donnés, de pouvoir livrer la marchandise. Ce n'est pas aujourd'hui au chef de l'État de pouvoir se justifier. Il est de leur responsabilité de pouvoir expliquer à la population ce qui a constitué le blocage par rapport justement à la livraison dans les délais de toutes ces infrastructures dont ils ont la charge de construction. Les secteurs des affaires aujourd'hui, il y a certains investisseurs qui se plaignent de la non-facilitation par certaines banques pour réaliser leurs affaires ici à Kinshasa. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le chef de l'État a exprimé clairement sa volonté par rapport à l'amélioration du climat des affaires. Okay. Aujourd'hui, on a mis en place, par exemple, les zones industrielles. Voilà, vous avez récemment assisté lors d'un compte rendu du Conseil des ministres, on a fait allusion à la création des zones agricoles, par exemple. La création du village numérique, par exemple. Et puis il y a aussi la reprise avec, et ça c'est très très important, les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale. Vous avez appris récemment que il y a une ligne de crédit qui a été accordée à la RDC en urgence de l'ordre de 360 millions de dollars, justement pour permettre au chef de l'État de pouvoir assainir voilà le climat des affaires et donner l'opportunité au gouvernement de pouvoir justement travailler dans cette perspective-là. Et donc il y a des choses qui se font en amont pour pouvoir justement donner des garanties à tous ces investisseurs qui veulent venir au Congo, qui veulent venir investir au Congo, de pouvoir venir le faire en toute quiétude. Et il faudrait ici souligner aussi que nous avons des organismes para-étatiques, à l'exemple de l'ANAPI, qui est un bras séculier du gouvernement, de ce point de vue-là, qui aide les différents investisseurs qui sont déjà venus ici, qui leur donnent des outils qu'il faut pour pouvoir s'installer ici. Et vous avez également suivi que le chef de l'État a créé une cellule dans cette perspective-là qui va fonctionner au sein même de l'ANAPI pour pouvoir concourir à l'assainissement du climat des affaires ici en République démocratique du Congo. Et cela va être opérationnel très très bientôt et tout ça pour apaiser justement voilà, à l'international tous nos partenaires qui voudraient bien venir voilà, appuyer les actions du chef de l'État. La matière est tellement abondante, nous ne pourrons pas finir avec un seul numéro, mais nous voulons savoir, Monsieur Jean-Pierre Mofouana, où en est-on aujourd'hui avec tout le retombé du voyage, des voyages, je voulais dire, des voyages, des tournées du président Félix Tshisekedi à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique et même au Japon? C'est une question
qui tombe à point nommé, en même temps qui me fait sourire un petit peu, tout simplement parce que ça créait beaucoup de polémiques, et ça continue à l'être. Et j'espère que ce que le chef de l'État a dit récemment dans son discours sur l'état de la nation va apaiser une bonne fois pour toutes la population, ou du moins une certaine opinion qui pense que le chef de l'État voyage beaucoup et cela gruge pas mal dans le trésor public. Le chef de l'État a été clair là-dessus. Il a dit que ces voyages, en termes de retombées, ramènent plus que ce qu'on décaisse au niveau du trésor public. Et je pense qu'il a avancé un chiffre. Oui, mais ce sont des promesses. Est-ce que concrètement, déjà, est-ce que le peuple a commencé à sentir déjà les résultats de ces voyages en question? Je voudrais d'abord vous dire, la première des choses, c'est que, voilà, on ne dira pas tout le temps que c'est une excuse. Non, on est à l'an 1 du mandat du chef de l'État, et en un an, on ne peut pas tout faire. Et je pense que là, il est en train de poser des jalons. Et il y a des choses qu'il est en train d'accomplir pour que ça donne des résultats à court terme. On a parlé ici du programme d'urgence qui, aujourd'hui, se matérialise progressivement en des actions concrètes. Il y a des structures qui sont en train d'être mises en place, notamment concernant la lutte contre la corruption, notamment concernant les changements des mentalités, des structures qui sont mises en place concernant le développement de nos jeunes, les mesures qui sont prises pour aider nos jeunes à bien étudier, hein, notamment la gratuité scolaire. Donc ça, ce sont des mesures qui, à moyen terme et à long terme, vont porter leurs fruits. On ne peut pas attendre du chef de l'État qu'il fasse des miracles. Il y a aujourd'hui des institutions dans notre pays qui vont chacune faire sa part. Il y a d'un côté la présidence, il y a de l'autre côté le gouvernement qui porte la vision du chef de l'État à travers le programme d'action qu'il va pouvoir exécuter. Il y a le Parlement qui va aussi légiférer sur des lois qui vont apporter des réformes, hein, parce que le chef de l'État s'est inscrit dans justement ces dynamiques-là de réformes, notamment au niveau de la justice, hein, au niveau de toutes ces structures qui vont combattre la corruption, parce que c'est ça le nœud du problème ici aujourd'hui en République démocratique du Congo, l'évasion fiscale et tout le reste. Donc il va falloir que le Congolais comprenne que il y a dans les promesses du chef de l'État des choses qui vont se concrétiser à court terme, d'autres qui vont se concrétiser à moyen terme et d'autres qui vont se concrétiser à long terme, peut-être dans un second mandat ou quelqu'un d'autre qui prendra le pouvoir après. Mais on espère que ce sera lui qui va continuer pour parachever l'œuvre qu'il a commencée et qui ne peut pas terminer en un an. Il y a des mesures sociales qui vont être prises pour essayer d'alléger les conditions de vie de nos concitoyens, notamment en ce qui concerne la majoration des salaires. Et de ce point de vue-là, nos compatriotes qui sont dans les forces armées ont déjà commencé à percevoir leur salaire majoré, les policiers mêmement. Et donc, ce sont des choses qui vont se faire graduellement, progressivement, et nos compatriotes le sentiront au fur et à mesure. Et je pense que le chef de l'État s'est inscrit dans cette dynamique-là. Et moi, j'ai confiance et que, de par sa vision, que le gouvernement va pouvoir, et si tout le monde s'inscrit dans cette dynamique-là, que cela va se matérialiser à travers l'exécution de son programme au niveau du gouvernement. Oui, la télévision se détend. Nous allons terminer par la diplomatie. Quelle est la politique de la diplomatie du président Félix Tshisekedi? Voilà, tout à l'heure, on évoquait les multiples voyages du chef de l'État à l'étranger. Cela s'inscrit dans un cadre bien précis. Vous savez, la RDC est longtemps restée à l'écart de la scène internationale. Il était de bon ton
la part du président qu'il puisse multiplier comme ça des voyages à l'étranger pour reprendre contact avec ses homologues à l'étranger. On l'a vu dans la sous-région, mais on l'a vu aussi à l'international. Dans la sous-région et en Afrique, de manière générale, vous savez qu'il a une autre casquette de deuxième vice-président du bureau de l'Union africaine. Et donc, de ce point de vue-là, vous l'avez vu à l'œuvre, donc lorsqu'il s'est agi, par exemple, du règlement du conflit entre le Rwanda et l'Ouganda, où il s'est déplacé, je pense, 2 fois en Angola pour pouvoir rapprocher ces 2 pays-là. Et donc, sur le plan diplomatique, c'est déjà quelque chose de très important. Vous savez, la RDC se trouve au cœur de l'Afrique, et donc une position géostratégique importante. Lorsque ça ne va pas en RDC, ça a un impact non seulement en Afrique, mais dans le monde aussi. Vous savez, au-delà de ça, la RDC, un pays convoité, départ son potentiel minier, faune, flore et tout le reste. Et donc, il ne peut pas ne pas intéresser le monde. Mais il a en même temps besoin de se développer. Et pour se développer, il faut avoir des partenaires. Et les partenaires, il faut aller les chercher. Et c'est pourquoi le chef de l'État se déplace. Et on a vu qu'aujourd'hui, il y a une relance avec la Belgique, par exemple. Voilà, que la maison Schengen a été fermée. Et c'est avec beaucoup de soulagement que le chef de l'État a pu travailler à sa réouverture. Et Dieu seul sait combien ça a soulagé un pan des Congolais. Et il y a aussi, voilà, cette reprise, je le disais tantôt, avec les Français. Donc, le président a été accueilli à Berlin par la chancelière Angela Merkel. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Vous savez, dans tous ces pays où que le chef de l'État a visité, il y a eu des promesses fermes de reprise et des relances diplomatiques. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir, parce que à ce moment-là, qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? DRC is back. Donc, le Congo est de retour dans le concert des nations. Donc, c'est important pour nous, Congolais, de pouvoir reprendre confiance, parce que nous avions perdu confiance. Parce que le Congo perdait un peu, je dirais même pas, perdait beaucoup de sa fierté. Aujourd'hui, les Congolais, de plus en plus, retrouvent leur fierté par rapport à cette politique de coopération et diplomatique apportée par le président de la République. Et nous ne pouvons que voilà, travailler dans cette dynamique-là pour que les perspectives soient encore meilleures dans ces cadres-là. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Ouafouana, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que notre invité est le directeur adjoint de la communication présidentielle. Vous avez suivi de quoi est-ce que nous avons parlé, l'actualité et les réalisations du président de la République depuis son avènement à la tête de la République démocratique du Congo. Je vous dis également merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Retrouvez cette émission sur le www.rtnc.cd, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro, toujours au service de la nation, pour vous servir et vous informer à travers ces petits détails que nous présentons dans notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Au revoir.